Bonjour et bienvenue. Je me présente une nouvelle fois. Je suis donc Sylvie Chapelle de la société XL Group et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette web conférence qui portera sur l'obtention des gains avec la méthode DMAIC du Lean Six Sigma. Une brève introduction de la société XL Group, une société qui a maintenant 27 ans, qui a été créée en 1988 pour du coup développer des démarches dans l'amélioration des performances. Nos domaines d'intervention se trouvent autour de deux grandes démarches d'amélioration continue, que sont le Lean et le Six Sigma, et la fusion donc des deux démarches, le Lean Six Sigma. Aujourd'hui, donc, nous allons voir un historique du Six Sigma et du Lean Six Sigma, également l'amélioration des processus, les objectifs d'un projet Lean Six Sigma suivant le DMAIC, la définition du coup des projets et des gains, le recensement des gains financiers, et également donc comment se former au Lean Six Sigma et obtenir une certification. Tout au long de la webconférence, vous pouvez poser vos questions via le module de questions-réponses qui se situe en bas à droite de votre écran. Sachez également que les slides de cette webconférence vous seront transmis. Donc n'hésitez pas du coup à plutôt intervenir au niveau des questions-réponses pour que la séance soit interactive. Bonjour Bernard, vous êtes donc aujourd'hui l'intervenant. Bernard, vous êtes Master Black Belt et spécialiste donc des démarches Lean Six Sigma depuis plus de 20 ans maintenant. Bonjour, bienvenue. Vous nous entendez, Bernard? Voilà. Voilà, je vous entends. Bonjour et bienvenue. Vous êtes également donc le membre fondateur de l'Université Lean Six Sigma et vous étiez en France un des pionniers du coup de la fusion des deux concepts qui relient donc la notion de productivité avec le Lean et la qualité avec le Six Sigma. Je vous laisse donc du coup la main pour cette session et vous dis du coup à tout à l'heure pour le temps de questions-réponses à la toute fin de session. Bonne session à tous. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je vois que vous êtes très nombreux à assister à cette webconférence que je vais essayer de rendre le plus concret possible par rapport à cette méthode et démarche Lean Six Sigma DMAIC. Je vois que dans la liste des participants, j'ai de nombreuses connaissances, même des amis qui assistent à cette webconférence. Donc je les remercie de participer, de prendre une heure de leur temps à assister à cette webconférence. Donc Sylvie vous a présenté le sommaire. Simplement, je rappellerai, je me présenterai un peu plus, sachant que je suis le cofondateur en 1988 de la société XL et que je suis tombé dans le domaine de la qualité dans les années 80 en démarrant par tout ce qui était les outils statistiques au service de la maîtrise des processus. Et après, comme tout le monde le sait, il y a eu la vague de la certification ISO 9001. Et donc avec XL, on a surfé sur ces demandes et ces démarches. Et puis, on est revenu sur le Lean et le Six Sigma dans les années 90. Et donc, effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur ces deux sujets et été un peu aussi dans des groupes de travail sur la fusion entre le Lean et le Six Sigma. Mais je vous expliquerai un peu ces deux notions au cours du premier thème. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par écrit, donc j'y répondrai à la fin de la présentation. Alors, l'historique du Six Sigma, je pense que vous connaissez, il y a deux cow-boys qui ont créé cette méthodologie. Donc là, je parle pur Six Sigma. C'est Michael Harry et Bill Smith qui ont créé le Six Sigma dans les années 86. Et eux, ils prétendent, et ce n'est pas forcément mon avis, que le Six Sigma est une philosophie qui est basée sur la réduction de la dispersion des processus et que toute la non-qualité provient essentiellement de processus qui ont des variabilités, des dispersions importantes. Et les Américains en ont fait une philosophie. Pour moi, comme vous le verrez, c'est plutôt une méthode d'amélioration par percée de processus stratégiques. Aujourd'hui, on peut considérer le Six Sigma comme étant la meilleure manière de progresser afin d'améliorer la rentabilité financière de l'entreprise, comme je le dirai plus tard, et c'est bien l'objet de cette webconf.
les projets DMIC Lean Six Sigma doivent être très 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 rentables et cette rentabilité est un vecteur pour la mise en place de cette méthode dans les entreprises. Bien évidemment, il y a la rentabilité, mais il y a aussi améliorer la satisfaction des clients et puis également faire participer l'ensemble des acteurs du processus, acteurs qui connaissent souvent mieux que la maîtrise ou que l'encadrement des processus à l'amélioration de ces processus. Alors le Six Sigma a plusieurs significations. D'abord, vous rappelez que Six Sigma, c'est la notion de dispersion, c'est l'écart type, la racine carrée de la variance dans des notions statistiques. Mais Sigma, on a une échelle qu'on a appelée l'échelle Six Sigma, qui est une échelle un peu comme l'échelle de Richter, qui va caractériser la performance d'un processus. Et dans cette échelle, eh bien, on peut arriver, si on arrive à un niveau de Six Sigma, ça veut dire qu'on va être à un processus par million d'opportunités de défauts. Je ne rentrerai pas dans le détail d'où sortent ces 3,4 ppm. Vous voyez les deux courbes de Gauss avec le fameux décalage de 1,5 entre le court terme et le long terme pour expliquer ces 3,4. Et finalement, enfin, le Six Sigma, inventé par ces deux cow-boys là, est une méthode d'amélioration des processus éprouvés et qui se mène avec rigueur, basée sur des faits, et qui va nous permettre d'améliorer d'une manière drastique un processus par la réduction de la variabilité. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est une méthode très structurée, DMIC, avec des phases, avec des étapes, avec des outils, avec des revues de fin de phase, basée sur des faits, sur des analyses, et qui va permettre de réduire la variabilité du processus et donc ainsi tendre vers le zéro défaut. Alors le Lean, qu'est-ce que c'est? Bien, le Lean, c'est améliorer la productivité, un mot qui fait des fois peur, mais c'est en fin de compte supprimer toutes les tâches sans valeur ajoutée, ce qu'on appelle les NVA, supprimer tous les gaspillages qu'on appelle les MUDA, et se focaliser sur ce qu'attend le client. Alors le Lean, effectivement, va essayer de rendre compatibles des objectifs qui sont parfois antagonistes, améliorer la qualité des produits et des services, réduire les délais, réduire les coûts, et puis le dernier que j'aime bien mettre à chaque fois, c'est éviter d'augmenter le stress des individus au travail. Je n'ai pas mis de réduire, parce que je n'ai pas de recette miracle pour réduire le stress, mais au moins si on pouvait éviter d'augmenter le stress dans les entreprises, ça serait déjà une bonne chose. Et je pense que si on fait bien du Lean, si on a une démarche de déploiement du Lean structurée et intéressante, eh bien on doit pouvoir atteindre ces objectifs-là. Alors effectivement, j'ai beaucoup travaillé pendant de nombreuses années à essayer d'associer ces deux notions, parce que j'allais dire qu'il peut y avoir plusieurs écoles. Hein. Il y a l'école du Lean, tout est Lean, hein, on ne fait que du Lean, et pour ces gens-là, le Six Sigma devient un outil du Lean. Contredire ça, c'est que même si on standardise nos processus, avec des standards formalisés, il existera toujours une variabilité. Au moins, il y en a une qu'on ne pourra jamais réduire, c'est la variabilité des demandes clients. Et cette variabilité des demandes clients, on la prend telle qu'elle est, elle est plus ou moins aléatoire, elle est difficilement modélisable dans certains cas. Alors, si je me fais un peu de statistiques et que je prends par exemple le délai de la réalisation d'un service, si au départ on est sur un processus, c'est celui qui est représenté en bas à droite par la gaussienne, avec une moyenne de délai de 30 jours, avec un écart type de l'ordre de 5 jours, eh bien, on va essayer de réduire la moyenne, de passer de 30 jours à 10 jours et de réduire énormément la variabilité de ce processus de livraison. Car qu'est-ce qui gêne non seulement le délai, le client veut un délai de plus en plus court, mais le pire, c'est la variabilité autour de ce délai, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à honorer des contrats parce qu'il y a trop de variabilité, par exemple, autour des 30 jours que j'ai donné comme étant un objectif à mes clients. Donc pour passer de 30 à 10 jours, eh bien, je vais utiliser des méthodes Lean.
travailler, utiliser des outils comme la VSM, supprimer des attentes, équilibrer des lignes, supprimer des goulots d'étranglement. Et puis le Six Sigma, lui, dans sa démarche, va dire quelles sont les causes de variation que j'ai et comment je peux maîtriser, identifier les risques, identifier les facteurs influents qui amènent sa variabilité et comment je peux maîtriser, voire supprimer ces facteurs influents qui font de la variabilité. Donc on voit bien qu'on a obligatoirement l'association Lean et Six Sigma, Lean productivité, Six Sigma qualité, Lean, on pourrait dire, on va plutôt jouer sur la tendance centrale, la moyenne, la médiane, et Six Sigma sur l'écart type, la variance du processus. C'est pour ça que pendant des années, j'ai essayé de travailler sur ce sujet-là pour faire une association des deux. Alors effectivement, dans des projets, on a des fois des projets, c'est 80% du Lean et 20% de Six Sigma, et dans certains cas, c'est 100% Six Sigma. C'est-à-dire que si on est sur des projets purement qualité, améliorer la qualité, on va être un projet pur Six Sigma. Et si on est sur un projet à tendance Lean et Six Sigma, on aura peut-être 80% de Lean et 20% de Six Sigma, car quels que soient les indicateurs Lean qu'on va avoir, eh bien, on aura de la dispersion. Je pense à un TRS, au rendement synthétique, je pense à un délai, eh bien, autour de cette valeur moyenne de TRS ou valeur moyenne de délai, eh bien, il y a toujours un écart type, il y a toujours une variabilité qu'il faut comprendre et combattre. Alors, on va passer maintenant à un deuxième thème qui est l'amélioration des processus, c'est-à-dire comment une entreprise doit s'organiser pour améliorer sa performance, améliorer son efficience. Et je distingue, si vous voulez, deux types d'amélioration. J'appelle ça, moi, l'amélioration permanente, qui est la somme de l'amélioration continue et de l'amélioration par percée. Donc l'amélioration continue, bon, c'est un mot qu'on emploie effectivement très fréquemment, c'est des petits pas. Tous les jours, je fais des progrès, tous les jours, je m'améliore et je mets en place des outils d'amélioration continue des processus, souvent sur le mode PDCA, Plan Do Check Act de Deming. Simplement, je vous rappelle que cette méthodologie de Deming a plus de 50 ans et on va après passer un peu au DMAIC par percée. Et qu'est-ce que je mets en amélioration continue? Vous voyez, c'est d'abord, ça peut être des audits, le traitement des non-conformités, la supervision active quand on fait du Lean, le management visuel, les résolutions de problèmes, les SPC, toutes ces choses-là, des Kanban, tous ces outils-là vont nous faire progresser petit à petit avec des objectifs pas trop ambitieux mais réalistes que l'on va mener au fil du temps. Et puis j'ai remis la cale du système de management de la qualité qui peut être ISO 9001 avec sa nouvelle version 2015 qui sort dans quelques jours, ou de l'ISO TS 16949. Et puis de temps en temps, il faut faire une percée, c'est bien l'objet de cette webconférence aujourd'hui, où on va se faire un peu, excusez-moi, mal au ventre, c'est-à-dire dans un laps de temps très court, on va faire une percée, une rupture importante dans l'amélioration de l'efficience de l'entreprise. Et je distingue trois grands types d'amélioration par percée, trois méthodologies. Le Hoshin, donc le Hoshin, c'est au niveau de l'entreprise. Globalement, je mets en place une démarche pour que l'entreprise fasse une percée rapide sur un processus, sur une amélioration stratégique. J'ai ensuite le Kaizen Task Force, que vous avez souvent entendu parler, c'est-à-dire en 5 jours, suivant aussi peut-être le DMAIC. Je prends un secteur, je prends un atelier, je prends un chantier, je prends un service, et j'améliore en 5 jours ce service, ce chantier, cet atelier. Et puis le sujet du jour, c'est le DMAIC, donc Lean Six Sigma suivant le DMAIC, c'est-à-dire là, c'est l'outil, la méthodologie et l'outil que l'on va utiliser pour améliorer un processus de l'entreprise. On rejoint, si vous voulez, cette notion de processus ou procédé, hein, avec tout ce qui est cartographie des processus que l'on trouve dans l'ISO 9001 par exemple. Voilà, donc c'est ces deux démarches continues par percée qui font ce que moi j'appelle l'amélioration permanente. Et il est, à mon avis, nécessaire et obligatoire d'avoir ces deux types d'amélioration dans une entreprise, une en mode projet et l'autre d'une manière continue. Alors, je vous parle du cycle du DMAIC, donc on va se focaliser dans cette webconférence sur le mode projet rupture en utilisant le DMAIC. Et comme je l'ai dit un peu auparavant, ça peut être
plutôt à tendance Six Sigma qualité ou Lean Six Sigma si on est dans des problématiques d'amélioration de l'efficience et la suppression des gaspillages. Alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails du DMAIC, parce que ça serait formé Green Belt, Black Belt, ça prendrait plusieurs jours. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce DMAIC? Donc le D, c'est la phase définir. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va traduire l'amélioration du processus à faire, et j'insisterai jamais assez, le DMAIC globalement cherche à améliorer les processus et pas à traiter un problème ponctuel. J'insiste lourdement là-dessus, donc on utilisera le DMAIC à un certain niveau qu'on parlera Green Belt et Black Belt pour améliorer l'efficience d'un processus. Donc on va dans une première phase D avec tout un tas d'étapes, décrire une situation pratique, qu'est-ce qui se passe concrètement, donc définition pratique avec des chartes projets, avec des CIPOC, des VOC, avec une recherche des données de sortie du processus, des facteurs dits influents du processus. Et puis on va passer à une partie mesure, et c'est un peu ce qui fait la grosse différence avec les méthodes PDCA et autres, c'est qu'on va mettre le processus sous monitoring. Peut-être que ce processus l'est déjà, auquel cas dans notre système d'information, on aura beaucoup d'informations à traiter, à condition bien sûr qu'elles soient justes, et donc on va mesurer notre processus, tous ces facteurs influents, ces gaspillages, ces NVA, pendant un certain temps, le temps que toutes ces causes de variabilité se présentent. Et puis, on va passer à une phase analyse, et c'est là où on va utiliser des solutions et des outils statistiques pour, j'allais dire, modéliser le processus du type Y égale F de X, de façon à mettre en évidence et les facteurs de NVA gaspillage et ou les facteurs de variabilité du processus. Bon, c'est souvent cette phase-là qui est un peu critiquée par les gens qui font du lean pur, j'allais dire, en disant oui, mais ce sont Six Sigma, c'est des statistiques, c'est compliqué. Voilà. Bon, mais en fin de compte, aujourd'hui, les outils statistiques qui sont à notre disposition sont faciles d'utilisation, et la vulgarisation des outils statistiques peut être abordée par de nombreuses personnes sans trop de difficultés. Une fois qu'on a défini cette phase A, qu'on connaît les causes racines de notre variabilité, de nos gaspillages, eh bien on va trouver des solutions qui vont être des solutions pratiques par rapport à A, où on a trouvé des solutions statistiques par l'analyse des données. Donc la phase Improve, c'est une phase d'amélioration, au sens tout contrôle en anglais, c'est-à-dire maîtriser, mais mettre en place des outils de pilotage de ce processus, avec des pilotages, avec des cartes de contrôle, du SPC par exemple, en essayant au maximum de mettre des cartes de contrôle sur les facteurs influents, sur les facteurs de variabilité de NVA, plutôt que sur le résultat Y, parce que le résultat, une fois qu'il est obtenu et pas très bon, on n'a plus rien à faire. Donc il faut plutôt prévenir, donc piloter par rapport aux indicateurs du processus et des indicateurs influents. Voilà, alors toujours la question, c'est pourquoi ça marche. Et alors, je vous racontais un peu ma vie au départ pour vous dire que j'ai commencé à parler vraiment du Six Sigma dans les années 90-95. Je connaissais beaucoup d'autres démarches d'amélioration, des PDCA, des 8D, tout un tas de démarches. Et qu'est-ce qui a fait que ça marche, cette méthode-là? C'est d'abord sa structure. Je vous l'ai déjà dit, des MAIC, des phases, des étapes, des outils, des revues. Et donc c'est la structure de la démarche et c'est la rigueur déployée. Et si on a cette rigueur extrême, il faut être une rigueur extrême, notre capture bémol, eh bien on a 99,9% de réussir. Je peux vous dire que les échecs que j'ai eus, et j'en ai eu quelques-uns, sur des projets DMAIC, c'est parce que je n'ai pas été assez rigoureux dans la démarche ou avec le coaching que je faisais de futur Green Belt ou Black Belt, et je laissais passer des petites choses, et à la fin on s'est aperçu qu'on n'obtenait pas les résultats parce qu'on n'a pas eu assez de rigueur. Donc ça, c'est la démarche structure et rigueur. Et aussi, deuxième point, il faut l'appliquer à des processus stratégiques. Donc on repart des objectifs stratégiques de l'entreprise et il faut définir
les processus stratégiques. Et là, on retrouve dans le management du processus des outils simples pour, à partir de sa carte des processus. Bien évidemment, dans la démarche d'IAMXC, vous retrouvez tous les outils de la qualité que vous pouvez imaginer, à part de l'AMDEC, des logigrammes, des 5 pourquoi, de l'analyse statistique, des capabilités, des SPC, des plans d'expérience. Mais bien évidemment, on va utiliser ces outils en tant que de besoin. Et bien évidemment, on va sélectionner tout ça et pas utiliser n'importe quel outil à n'importe quel moment. Pourquoi ça marche aussi? Parce que c'est une démarche qui va être collective. C'est-à-dire, il n'est pas question que le chef de projet travaille tout seul. Il va travailler avec les gens du processus, les collaborateurs, les acteurs du processus, parce qu'il y a un principe essentiel, c'est que plus on monte dans la hiérarchie, plus on est incompétent. Et je rajouterai quand même, pour traiter les problèmes de terrain, pour améliorer les processus, parce que ce sont bien les acteurs qui sont larges, parce que elle est plus ou moins rapide. C'est vrai que les premiers projets peuvent être longs, mais quand on a acquis la méthode, c'est assez rapide. Alors quand on dit rapide, c'est quoi? C'est quand même quelques mois, c'est pas 3 jours, et c'est efficient, et on en parlera un peu des gains dans quelques minutes. Voilà, alors rappelons les objectifs d'un projet Lean Six Sigma suivant le DMAIC, donc toujours par rupture, par amélioration continue. Alors les objectifs, je crois que j'en ai déjà un peu parlé avant, bien évidemment la réduction des coûts de non-qualité. On va reparler de qu'est-ce qu'on met dans les coûts de non-qualité, amélioration de la satisfaction des clients, amélioration de la qualité des produits, et puis, dans certains cas, prendre un avantage concurrentiel. J'ai plusieurs projets où effectivement, la réduction des coûts de non-qualité n'était pas forcément importante, la satisfaction des clients était atteinte, mais on a pris dans ce projet-là un avantage concurrentiel par rapport donc, aux performances du produit qui ont été améliorées et qui ont mis, j'allais dire, les concurrents dans le vent. Et donc, ça a permis d'augmenter les parts de marché. Ce qui est très clair, c'est que les objectifs d'amélioration des processus doivent faire partie des objectifs stratégiques de l'entreprise, c'est-à-dire issus, par exemple, si vous les faites, de la Business Balance Scorecard, et toujours traités, évalués en termes de gains financiers. Bon, j'ai quand même quelques années d'expérience, 35 ans d'expérience dans l'industrie. On a beau dire il faut qu'il y ait un engagement sur la qualité, sur la sécurité, sur le développement durable. Le nerf de la guerre, c'est quand même la rentabilité financière. Je ne veux pas dire que les autres objectifs ne sont pas importants, mais c'est quand même la rentabilité financière. Donc vous aurez des ressources, et c'est ça qui est important, vous aurez des ressources si les objectifs à atteindre du projet de Lean Six Sigma sont très, très, très importants. Je donne souvent l'exemple lorsqu'on lance des premiers projets dans les entreprises et qu'on annonce des gains, parce que le contrôleur de gestion va signer la charte projet en disant effectivement, si on passe de tel indicateur opérationnel, telle valeur à telle autre valeur, on va gagner tant de centaines de milliers d'euros. Souvent, la direction générale est assez intéressée et va vous demander régulièrement des comptes d'avancement de votre projet. Parce que la direction sait qu'il y a des objectifs très ambitieux, chose qu'elle ne demanderait pas lorsque vous mettez en place, par exemple, des audits internes. La direction générale s'intéresse que trop peu aux résultats de ces audits internes. Pourquoi? Parce que ça ne ramène pas beaucoup d'argent dans l'entreprise. Donc c'est quand même l'argent qui est le nerf de la guerre dans l'entreprise, et la rentabilité financière est le vecteur important. Alors, le problème, et c'est bien la difficulté de définir ces gains. Comment faire? Comment définir ces gains? Alors, on va revenir à des notions qui existent depuis de très 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 nombreuses années. Vous verrez, je vais ressortir une norme AFNOR qui est très 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 vieille. Et il faut mettre en avant ce qu'on appelle les coûts de non-qualité. Alors, les coûts de non-qualité, je ne vais pas tous les lire sur ce slide, mais vous voyez que d'abord, ça peut être 10% qui sont perçus. Hein, c'est l'iceberg, on voit que la tête, et puis on ne voit pas en dessous tout ce qu'il y a. Et les rubriques de coûts de non-qualité sont énormes. Et on a à disposition, c'est ce que je vous disais, une vieille norme qui est toujours d'actualité. Malheureusement, elle ne change pas parce qu'on a toujours les mêmes types de problèmes dans les entreprises. Alors cette norme-là, vous voyez, c'est un guide, ce n'est pas une norme au sens application obligatoire, c'est la 50-126 qui a été faite en 1986. Donc vous voyez, ça fait presque 30 ans.
Et cette norme, qui est toujours disponible, va nous parler des coûts, les coûts d'obtention de la qualité, qui est la somme des coûts des anomalies internes, on va aller un peu dans le détail, le coût des anomalies internes externes, les coûts de détection et les coûts de prévention. Cette norme, elle nous présente une trentaine de rubriques qui sont classées suivant ces 4 chapitres de coûts dont je viens de vous parler. Et on va étudier, vous présenter rapidement ces rubriques-là. Je vous signale quand même que si vous êtes des fournisseurs de l'automobile, il y a la norme ISO TS, le référentiel qualité TS 1949, vous exige d'évaluer les coûts de non-qualité de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment la source pour pouvoir définir des projets d'amélioration des processus par percée suivant le DMAIC. Alors qu'est-ce qu'on a dans ces rubriques? Là, je vous ai fait un résumé des anomalies internes et externes, qui est une distinction externe, le client le voit, et interne, ça reste à l'intérieur de l'entreprise. Le client le voit peut-être par des prix de vente élevés, mais en tout cas, le client n'en a pas forcément connaissance. Alors vous voyez, tous les services de l'entreprise peuvent être concernés, des retards de factures, des factures erronées, des immobilisations de marchandises qui sont non conformes, des garanties, des pénalités parce qu'il y a des litiges, des frais d'avocat, des images de marque détruites, pas facile à mesurer, mais on y arrive de temps en temps. Et donc vous avez dans cette norme-là l'ensemble des rubriques de coûts de non-qualité, internes et externes, qu'il faut essayer d'évaluer avec votre contrôleur de gestion pour donner des valeurs indicatives, enfin rechercher à 1 euro près les valeurs, et savoir et faire un Pareto pour pouvoir définir les projets susceptibles de réduire ces coûts de non-qualité. Donc je ne vais pas faire toute la liste, vous l'avez ici, et vous la retrouverez dans les slides qu'on vous fera passer après cette webconférence. Alors les gars, il faut savoir que beaucoup d'études ont été faites sur les coûts de non-qualité et ces gains, ces coûts, c'est à peu près 5 à 10% du chiffre d'affaires. Sont des coûts de non-qualité. Je le vois encore tous les jours. Même si ces coûts ne sont pas évalués régulièrement. Moi, je signe en bas de la feuille en disant, dans nos entreprises, on a quand même encore 5 à 10% du chiffre d'affaires qui sont de non-qualité, qui partent en fumée. Et le plus malheureux, c'est qu'on cherche de la productivité, on cherche des gains, et on ne s'oriente pas forcément sur la réduction de ces coûts non-qualité en faisant des projets rigoureux avec une méthode structurée qui est le DMAIC. Alors, quel recensement des gains peut-on faire? J'ai réalisé il y a déjà quelques années, mais si je mettais à jour cette étude, je pense que j'aurais les mêmes chiffres. J'ai réalisé une étude sur 60 projets que j'avais personnellement coachés ou réalisés. Donc elle date de 2008. Et sur ces 60 projets, il y avait 30 projets Green Belt, 30 projets Black Belt. Et voilà les principales informations qu'on en retire sur les gains. Donc les projets Black Belt, vous voyez le gain médian, c'était 200 000 euros, je me rappelle le gain médian, c'est-à-dire qu'il y a autant de projets en dessous de cette somme-là, et il y a autant de projets en dessus de cette somme-là, avec un gain médian à 200 000 euros et un gain moyen de 491 000 euros. Ça paraît assez impressionnant, ça paraît même fou, mais je peux vous dire que tous ces projets-là ont fait l'objet d'une attestation du contrôleur de gestion certifiant que les gains étaient bien ceux-là, et donc sur une année pleine, bien évidemment. Quant au projet Greenbelt, le gain médian est à 75 000 euros et un gain moyen à 128 000 euros. Alors, qu'est-ce qui différencie, j'allais dire, les projets, la notion de Greenbelt et Black Belt? Ils utilisent tous le DMAIC, mais c'est l'outillage qu'on apporte au Black Belt qui est plus important que celui qu'on apporte au Green Belt. Et puis effectivement aussi dans la sélection des projets, en général les projets Black Belt sont beaucoup plus difficiles que des projets Green Belt. Et il existe des grilles d'ailleurs d'évaluation pour dire est-ce que c'est un projet, en France au niveau AFNOR on appelle des projets complexes, on appellera ça les Black Belt, ou des projets simples qu'on appellera Green Belt. Voilà, mais il n'y a pas effectivement de corrélation. On arrive à faire des projets Black Belt dont les gains sont inférieurs à certains projets Green Belt.
Alors, je vous ferai voir tout à l'heure des projets concrets où on verra les gains. Alors, dans les rubriques des coûts du projet, parce que vous devez rendre des comptes, vous devez en général, après, à la fin, faire un ROI, et donc on peut utiliser les grilles de coûts d'obtention de la qualité pour définir qu'est-ce que je vais mettre dans mon projet. Alors, je vais avoir d'abord des rubriques de prévention et d'évaluation. Donc, ces deux rubriques-là sont des investissements volontaires de l'entreprise pour prévenir la non-qualité, prévenir les défaillances, faire en sorte que le projet se passe bien lorsqu'on est dans un projet, une démarche des MAIC. Et puis l'évaluation, c'est tous les outils, les temps, les coûts que je vais dépenser pour évaluer les projets des MAIC. Donc dans la rubrique prévention, si vous lancez la démarche, il faut former vos black belts, vous formez vos green belts et vos champions. Ça a donc un coût en temps d'honoraires de formation et de temps passé. Vous allez aussi passer du temps, et c'est très important, à sensibiliser les acteurs du projet. Vous avez choisi un processus à améliorer, mais il y a tous les acteurs, il faut leur expliquer ce que c'est, ce qu'on va faire, les objectifs, les outils, les méthodes. Vous allez passer du temps à planifier, là donc on est pur en gestion de projet. Planifier toutes les actions du projet suivant le DMAIC, puis les revues de fin de phase, qui sont des revues j'allais dire, obligatoires et très importantes pour se donner tous les facteurs de réussite du projet. Bien évidemment, vous réalisez un plan de communication pour mobiliser, informer, faire participer les acteurs, qui sont ces outils-là, des outils pour lutter contre la résistance au changement, et donc mettre en place tous ces systèmes de formation, communication, participation et action pour faire que le changement futur se passe bien. Bien évidemment, si vous avez des Master Black Belt ou si vous avez des personnes, elles vont coacher les Black Belt et les Green Belt, soit en interne, soit en externe, et bien évidemment, c'est des heures à passer. Et puis, si vous pilotez l'ensemble des projets Black Belt et Green Belt dans votre entreprise, eh bien, il y a un pilotage de l'ensemble des projets qui se fait avec une présentation régulière au CODIR de l'entreprise. Donc ça, c'était tous les investissements que vous devez faire pour réussir les projets. Et puis, effectivement, après, il faut faire de l'évaluation, il faut faire des mesures. Et ça, c'est la partie évaluation. Donc, vous pouvez, c'est pas à chaque fois, mais faire des enquêtes de satisfaction, mesures d'enquête de satisfaction, faire des focus group pour bien comprendre les attentes et les besoins des clients, pour pouvoir faire des diagrammes de canaux, par exemple. Et puis, comme rubrique, vous allez passer du temps en réunion, en groupe de travail. Vous allez instrumenter le processus pour pouvoir faire des mesures. Tous les processus n'ont pas le monitoring nécessaire pour récupérer les données, pour pouvoir les traiter dans la phase A. Donc, des fois, il y a des coûts assez élevés pour mettre en place des instruments de mesure. Et puis, faire des calculs de capacité, de processus de mesure au niveau des laboratoires, de la métrologie, si on est sur des process de fabrication. Bien sûr, les campagnes de mesure sont parfois longues, 1, 2, 3, 4 mois. Des fois, il faut prendre du personnel extérieur, il faut être sur le terrain, il faut former les gens qui vont mesurer, il faut les piloter, modifier les plans de mesure. Tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent. Donc, il faut le mettre dans ces rubriques-là. Et puis, dans certains cas, vous allez faire ce qu'on appelle des plans d'expérience, vous allez faire des essais. Et donc, vous allez des fois... pas bloquer la ligne, mais il va falloir disposer de la ligne pour faire ces essais. Et tout ça, c'est des pertes de production. Il faut bien évidemment les mettre en place. Bon, puis après, vous voyez les coûts des tests de faisabilité dans les phases pilotes, la réalisation des standards de pilotage, les outils de pilotage, et puis à la fin, quand les actions, enfin pas à la fin, mais dans la phase improve, eh bien, il faut former les acteurs aux nouveaux processus, aux nouvelles méthodes de pilotage. Donc vous voyez que ça fait pas mal d'heures, donc il faut bien qu'en face, il y ait des gains et des gains financiers qui soient très très importants. Et donc, je vais vous présenter quelques projets réels. Bien évidemment, je ne peux pas vous donner les noms, vous comprendriez bien pourquoi, mais je veux quand même vous parler de ces projets-là. Alors, ce premier exemple, c'est une société de services qui met à disposition d'agences immobilières que vous avez dans votre quartier un logiciel pour pouvoir mettre en ligne
les annonces de vente de biens immobiliers. Et le challenge à respecter, c'est le temps que vous allez mettre pour faire passer l'annonce sur le site internet, hein, sachant que si vous allez dans plusieurs agences vendre votre bien immobilier, c'est la première agence qui va mettre votre annonce sur le site qui sera découverte par M. Google quand vous demanderez ce bien immobilier, que l'acheteur cherchera un bien équivalent à celui que vous proposez. Donc il y a vraiment une lutte importante pour que l'agence immobilière soit la première à pouvoir mettre ce bien ici. L'objectif opérationnel était que les annonces se mettent en moins d'une heure sur le site, ce qui n'était pas le cas avant le projet. Et donc ils sont arrivés à améliorer cet indicateur opérationnel de manière drastique. De plus d'une heure et demie, ils sont passés à moins de 10 minutes pour pouvoir mettre une annonce. Et vous avez ici le résultat financier qui a été bien sûr certifié par le contrôleur de gestion, où on vous dit, l'équipe, il l'appelait équipe lead, les charges, ça a été 65 jours, hommes, et vous avez le coût 26 000 euros. Tous les développements, parce qu'ils ont modifié du logiciel, parce que ce projet est un projet entièrement logiciel, il n'y a pas de papier, il n'y a rien, hein, tout est informatisé. Il y a eu 70 jours de développement, ce qui a fait un coût total du projet de 47 878, vous voyez un peu la précision. Donc après, ils ont fait les gains du projet. Donc ils faisaient des avoirs à certains des clients mécontents. Donc, vous voyez les écarts des avoirs qu'il y a eu entre avant le projet et après le projet. Ils avaient des contrats qui étaient résiliés, c'est-à-dire le système avait des bugs, donc les agences immobilières allaient se tourner vers d'autres logiciels. Donc ils avaient un certain nombre de contrats qui étaient résiliés, donc on a fait des moyennes et des gains, là, 14 contrats non perdus sur une période, et puis les équivalents temps plein, parce qu'effectivement, on avait beaucoup de personnes qui répondaient au téléphone, parce que connaissaient les formules de tickets, hein, il y a un bug, j'appelle, je passe du temps à régler le problème, et non seulement j'avais des personnes en interne, mais j'avais aussi un prestataire extérieur qui aussi, lui, répondait aux clients mécontents pour les débloquer. Donc quand vous faites cette somme-là, le projet a eu lieu en 2012, on était à plus de 400 000 euros. Et sur une année pleine, on est à plus de 620 000 euros. Donc ce projet est ancien, il date de 2012, et ces chiffres se sont avérés juste en 2014. Donc non seulement il y a ça, mais ce qu'on ne chiffre pas dans ce projet-là, c'est les nouveaux clients. Hein, les nouveaux clients qui sont venus. Alors vous allez me dire, c'est pas que le projet Six Sigma, mais c'est l'image de marque qui a été améliorée, qui fait que d'autres clients sont venus là, mais bien évidemment, on ne prend pas ça en compte dans l'évaluation des gains. Vous voyez que le ROI est quand même assez surprenant. Vous pouvez me dire, des projets à 600 000 euros, oui, on en a quand même régulièrement. Alors, surtout quand les entreprises démarrent dans la démarche. Quand vous avez fait 10-15 projets, il n'est pas très évident de trouver des gros cailloux comme ça à améliorer. Le deuxième projet que je vous présente, c'est des tissus techniques. Donc des tissus techniques qui sont dans l'aéronautique. Hein. Le 380, le 350 d'Airbus bénéficient de ces tissus techniques dans différentes éléments de sa constitution. Et là aussi, vous avez le gain du projet avec les gains, hein, les bénéfices qui sont évalués, hein, les temps passés au travail, les gains de matière, les diminutions des rebuts, et puis vous avez le coût du projet aussi qui est là, hein, et le gain au total qui est un gain de 338 000 euros sur un projet qui a été projet assez long, je pense qu'il a duré à peu près 12 mois, un projet très 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 difficile, fait par une personne très compétente d'un haut niveau et qui a permis ces gains assez importants là. Donc ça c'est le premier c'est informatique, celui-là c'est très technique, c'est des process, c'est des produits bien matériels. Et puis le dernier que je vous présente, donc c'est une société industrielle qui fabrique, on peut dire, le produit des graines pour faire pousser pour les salades, les carottes, les poireaux ou des fleurs.
et des petits sachets de ces graines sont vendus dans les grandes surfaces ou les surfaces spécialisées. Et c'était un processus commercial qui était d'optimiser la nouvelle organisation commerciale. C'est pas évident de faire ces projets dans des processus commerciaux. Le Lean Six Sigma des processus commerciaux, c'est relativement rare. En tout cas, ceux que j'ai fait, les quelques-uns que j'ai fait, ont eu des gains faramineux. C'est-à-dire, en gros, c'est d'optimiser le processus, quels sont tous les facteurs X, et puis les variables, enfin, les MUDA, pour réduire les coûts commerciaux. Et donc, l'histoire a fait que le directeur commercial était nouveau, enfin, il y a eu un nouveau directeur commercial, assez ouvert à ces méthodologies-là. Il a dit, allez, on y va et on fait ce projet-là sur notre processus commercial. On a transformé les résultats, il y a eu 31 secteurs qui sont devenus 18 secteurs. Il y a une réduction de la masse salariale de 400 000 euros. Qu'est-ce que c'était? C'était des réductions de secteurs, comme on le voit, d'heures, de kilomètres, hein, de structure des secteurs, des visites, c'est-à-dire qu'on a modélisé le processus pour dire quelle est la meilleure efficience, est-ce qu'il faut aller voir telle très grande surface une fois par semaine, une fois par mois, etc. Est-ce qu'il faut mettre des marchandiseurs dans les petites surfaces, dans les grandes, dans les surfaces spécialisées? Tout ça a été fait un peu au feeling. Et quand on a modélisé tout ça, parce que comme vous le savez, en général, les commerciaux font des fiches d'activité journalières. Et quand on a modélisé énormément de fiches, eh bien, on a pu optimiser les processus et dire dans les très grandes surfaces, il ne faut pas y aller toutes les semaines, il faut y aller tous les mois. L'exemple que je donne étant là inventé, mais on a bien défini les fréquences, on a optimisé tous les kilométrages, les kilomètres, et on a gagné, vous voyez, 500 000 kilomètres. Mais là, les processus commerciaux, c'est en général, c'est vraiment du taylorisme à l'état pur. Pour vendre plus, il faut travailler plus, faire plus d'heures, ce qui est totalement faux. C'est vraiment, on fait 15 heures par jour qu'on sera plus efficient, d'autant plus que si on fait beaucoup de kilomètres. J'ai toujours en tête ce chiffre-là. Il y a des commerciaux qui faisaient 40 000 kilomètres par an. Il y en a qui faisaient 75 000 kilomètres par an. Et celui qui faisait 75 000 n'avait pas de meilleur, en moyenne, avec tous ces gens qui faisaient 75 000, n'avait pas de meilleur résultat que ceux qui faisaient 40 000. Donc, on a bien diminué dans l'organisation des secteurs et le nombre de visites à faire. On a bien optimisé ça. Et donc, le gain du projet, vous voyez, ou non dépensé. Là, il y a des grands débats. C'est pas un chèque que l'entreprise a eu, mais elle n'a pas, ou elle a gagné, ou elle n'a pas dépensé l'équivalent de 1 400 000 euros. Voilà. Alors, quelques conseils et pièges à vous donner en cette fin de présentation. Pour réussir le projet, il faut obtenir des ressources. Et pour obtenir des ressources, il faut des gains. Si vous vous présentez à la direction en disant que le projet va ramener 10 000 euros, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de ressources. Donc, il faut évaluer avec le directeur financier ou le compteur de gestion les gains financiers et aller voir votre direction en disant, allez, on fait le pari, on met tant de ressources et on va travailler là-dessus. Ça, c'est un facteur important. Le deuxième conseil, c'est travailler avec votre contrôleur de gestion dès le début pour bien identifier est-ce que ça sera un projet rentable, et pas faire à la fin une évaluation des gains qui, des fois, n'est pas celle que vous attendiez. Pour identifier, il faut déjà aller dans le processus, hein, vivez-le, allez dedans, passez des heures dedans pour identifier les MUDA. Les MUDA, c'est les gaspillages, les coûts de non-qualité, hein, pour vraiment avoir une vision globale et évaluer ces coûts de non-qualité. Ne tombez pas dans un détail outrancier de l'estimation des gains. Ça, souvent, on voit la comptabilité. Et les exemples, je vous ai montré le premier, informatique, où on va à l'euro près. Soyons honnêtes, quelle est l'incertitude de mesure sur ça. Mais bon, on tombe sur certains contrôleurs de gestion qui, s'il n'y a pas l'euro près, ne sont pas satisfaits. Mais allez-y, j'allais dire, je ne vais pas dire en gros, mais si on se trompe à 10%, ce n'est pas très grave. Je l'ai dit, sélectionner des projets à fort potentiel financier. C'est le nerf de la guerre, et puis obtenez un budget de fonctionnement de votre projet, hein, en ayant des nombres d'heures par
acteurs, nombre d'heures de comité de pilotage, etc. Enfin, ça, c'est la gestion de projet classique. Mais organisez-vous pour vous donner le maximum de ressources et de chances de réussir votre projet. Voilà, alors après, on va dernier chapitre sur se former, obtenir une certification Lean Six Sigma, parce que j'ai créé en 2003 une association qui s'appelle l'Université Lean Six Sigma, qui à l'origine c'était pour faire des présentations de projets, parce que tout le monde dans le monde entier suit le DMAIC, et puis on en est venu à faire de la certification de compétences. Alors, il y a différents niveaux de certification, il y a différents grades dans le Lean Six Sigma. Je ne rentrerai pas trop dans le détail. Champion, Yellow, Green, Black et Master Black Belt. Green et Black Belt sont des acteurs qui améliorent des processus. Yellow Belt, c'est plutôt résolution de problèmes. Et Master Black Belt, c'est un Black Belt qui a beaucoup d'heures de vol, qui a fait beaucoup d'erreurs, donc qui a beaucoup d'expérience, comme disait Churchill, et puis qui va enseigner la formation à des Green Belt, des Black Belt, et qui va piloter des projets, coacher des projets. Je vous mets là une présentation des durées de formation que l'on fait à XL Formation. Hein. Donc vous voyez Yellow, Green, Black et Master Black Belt. Vous avez les nombres de jours, sachant qu'on distingue, mais ce n'est pas nous qui le faisons, c'est une norme dont j'ai participé à l'élaboration, qui est la NFX 06091, qui nous dit que doit contenir une formation Yellow, Green, Black. Ce n'est pas exactement le contenu des formations, mais que doit savoir-faire et savoir-être, un Green Belt, un Black Belt. Et donc, à partir de là, on a les durées de formation qui se font toujours en plusieurs sessions, avec, si possible, lorsqu'on est en formation inter, des projets personnels particuliers de son entreprise. Voilà, alors quelques informations sur les modalités de formation. Alors bien évidemment, XL fait des formations inter-entreprises, vous les voyez Paris, Lyon, Toulouse, Grenoble et en Suisse, et des formations intra sur mesure, où on va adapter totalement vos formations à vos problématiques. Dans ces cas-là, des fois, c'est des entreprises qui veulent se former qu'au Six Sigma, pas forcément au Lean Six Sigma, mais faire du DMAIC qu'au Six Sigma. Puis après, on adapte, bien évidemment, en fonction de la problématique, des connaissances de base du personnel. Voilà, on est une des seules entreprises en France à avoir fait un cursus de formation à distance e-learning en français, qui est sur du Green ou du Black Belt avec une étude de cas complète qui permet d'appliquer directement les connaissances apprises à distance et avec aussi des classes virtuelles où on retrouve les animateurs, vous retrouvez d'une manière virtuelle lors de séances bien précises et planifiées à l'avance. Voilà, donc les bénéfices d'une certification que peut vous donner l'Univers Six Sigma, ce que j'allais dire, c'est une certification de compétences personnelles qui restera toujours sur votre CV, qui vous fera grandir et qui vous permettra d'évoluer dans l'entreprise et ou de trouver de nouveaux horizons si malheureusement vous n'avez plus de travail et que vous êtes aujourd'hui en recherche de travail. Voilà, là on a mis les prochaines sessions de formation, vous les retrouvez sur le site XL Formation, je ne vais pas détailler tout ça. Voilà, donc merci de votre attention et je vais répondre aux questions que vous avez bien voulu me poser sur le site. Tout à fait, donc du coup il nous reste une dizaine de minutes Bernard pour pouvoir donc répondre aux questions posées. Alors une des premières questions, DMAIC sur un projet informatique, donc entre parenthèses service, et gain financier peut-il se traduire par un gain en charge, entre parenthèses jour homme? Alors, est-ce qu'un projet informatique, oui, tout à fait. Tout à fait. Lorsqu'on améliore les processus informatiques, comme je disais tout à l'heure, lorsque je vais voir, il y a moins de demandes, il y a moins de tickets pour dépanner, pour débugger, donc on gagne énormément de temps. Donc j'ai fait un projet dans une très très grande compagnie électronique où les gains ont été très très importants et aussi l'amélioration de la satisfaction des clients a été importante. Mais alors après il faut voir, est-ce que c'est des purs processus informatiques, c'est-à-dire du service informatique, ou est-ce que c'est les processus métiers qui ont été mis dans un système informatique?
Je vous donne un exemple. Je vais travailler sur un projet d'une très grande entreprise. C'est la mutation des cadres. Donc un cadre est muté d'un service à un autre ou d'une ville à une autre ville. Et tout ça est bien évidemment dans un système informatique, des logiciels. Et pour l'instant, ça ne nous donne pas satisfaction. Il y a des NVA, il y a des gaspillages, il y a de la variabilité. Donc beaucoup de temps perdu, beaucoup d'insatisfaction. Donc on va travailler sur le processus lui-même et après au niveau informatisation, donc les choses vont être modifiées. Merci Bernard. Alors une autre question, dans un projet d'optimisation de processus commercial, comment justifier les gains qui sont nécessairement fonction de paramètres extérieurs? Alors, donc la question c'est comment évaluer les gains d'un processus commercial. Alors là, c'est le plus facile du monde. Tout service commercial a des indicateurs qui est le taux de réalisation des offres. Alors, ça dépend dans quelle structure on se met. Si je prends une société de conseil pour la donner, on a un certain nombre d'offres qui sont émises. Et puis on en réussit certaines, on en loupe d'autres, donc on a un indicateur du taux de réussite en nombre et du taux de réussite en chiffre d'affaires. Cet indicateur est clair et en faisant l'analyse du processus, on sait nos facteurs de réussite. À partir de là, on s'oriente plutôt là-dessus. Ce qui veut dire, c'est qu'on ne répondra peut-être pas forcément à certaines demandes, plus à d'autres, où on sait qu'on a un taux de réussite qui est meilleur. Donc l'indicateur, il est vite vu. Et à chaque fois que j'ai amélioré des processus commerciaux, on est parti sur ce type d'indicateurs qui sont énormément connus par les directeurs commerciaux, mais ils n'ont pas les leviers, n'ont pas pu modéliser le processus pour savoir si on était performant sur tel type de commande, tel type de produit, tel endroit, tel lieu, telle quantité, etc. C'est tout ça qu'on essaye de modéliser. Alors, merci Bernard. Une autre question, est-ce que vous avez une estimation en pourcentage des budgets des projets? Le coût d'un projet? Non. J'ai pas d'estimation. Alors on a des estimations de durée. C'est-à-dire on se dit un green belt doit travailler entre à peu près 20% de son temps. 20% de son temps, ça fait une journée par semaine. Un black belt, si on suit les deux cow-boys qui ont mis en place la méthode, c'est à temps plein. 100% d'un black belt doit travailler sur plusieurs projets à la fois black belt. Pour être objectif, j'ai rarement vu ça en France, sauf une ou deux compagnies américaines qui ont des usines en France et qui respectent ce principe-là, c'est-à-dire d'avoir des black belts à temps plein. Et un black belt, en général, fait 1 ou 2 ans ou 3 ans, enfin, plus entre 2 et 3 ans comme black belt, avant de prendre d'autres fonctions dans l'entreprise. Donc on peut connaître simplement le temps de disponibilité du green belt ou du black belt. Le coût du projet est toujours délicat. Ça dépend des phases de mesure. Si vous avez vous disposez beaucoup de mesures, beaucoup de monitoring, ça peut coûter pas cher. S'il faut équiper une ligne complète, ça peut coûter très cher. J'ai l'exemple dans une industrie de caoutchouc où certaines machines n'étaient absolument pas d'équipement de mesure, de température, de vitesse, etc. Et on a mis 1 an pour pouvoir équiper cette ligne d'appareils de mesure pour pouvoir commencer à faire les mesures. Et puis après, il y a la phase innovation, ça peut être des améliorations simples, comme ça peut arriver dans certains cas des investissements. Et là, c'est beaucoup plus long et bien évidemment plus cher. Merci Bernard. Alors nous avons 2 questions qui se rejoignent un peu. La première, comment se distinguent les interventions des black belts et des green belts dans un processus de MAIC? Et l'autre question, du coup, comment catégoriser si un projet est plutôt black belt ou green belt? Bon, alors je vais répondre à la deuxième question. Comment caractériser si un processus, c'est un projet plutôt green ou black? Alors je vous renvoie à la norme NFX 06091 qui définit de mémoire 8 critères qui permettent de distinguer est-ce que c'est green, est-ce que c'est black. Par exemple, est-ce que le processus se situe dans une usine ou dans 2 usines? Quel est le nombre de personnes concernées par le projet? Est-ce qu'on a déjà réalisé des actions d'amélioration sur ce projet? Est-ce que c'est multiculturel? Est-ce que voilà, donc il y a tout un tas de critères qui vont vous permettre très concret dans la norme, de caractériser le projet, puis la difficulté que l'on a aussi, quoi. Notion de difficulté. Donc ça, c'est vis-à-vis du projet, puis après, des outils
qu'on pourrait utiliser, je dis bien au conditionnel, qu'on pourrait utiliser dans le projet. Est-ce qu'on sent qu'il va y avoir presque des outils Lean, type VSM, type spaghetti, analyse de déroulement, auquel cas sont quand même des outils pas si simples que ça, mais pas très complexes. Et si on commence à se dire, ah oui, mais c'est plutôt qualité, c'est plutôt 6 Sigma, c'est du 90% 6 Sigma, 10 Lean. Et dans le 6 Sigma, voilà, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de facteurs de variation, et on va traiter des centaines de milliers de données avec des outils spécialisés, on va dire c'est du black belt, quoi. Donc il y a aussi les outils que je mets en place pour pouvoir atteindre des objectifs. Merci Bernard. Alors une autre question, comment définir les gains financiers sur une amélioration de délai pour de la satisfaction client, entre parenthèses, si une enquête de satisfaction n'est pas possible avant la fin du projet? Ben, le délai, alors le délai, c'est aussi, on peut dire si on est passé d'un délai de tant de jours à tant de jours, est-ce que les stocks ont diminué, est-ce que les encours ont diminué? Parce que réduire les délais, c'est souvent avoir des processus plus fluides, plus flexibles, réduire les encours, réduire les manutentions, les déplacements. Donc il y a peut-être quelque chose qui peut aller, on peut voir vers la réduction du BFR, et puis vers aussi les transports, les manutentions, etc. Après, le délai, est-ce que, bon, sans enquête, c'est pas évident, mais est-ce que, en respectant plus les délais, c'est-à-dire en réduisant la variabilité, hein, pour moi, un délai, il y a deux choses, il y a le temps, hein, 10 jours entre le commande et la livraison, mais il y a la variabilité autour du respect de ce délai-là. Et aujourd'hui, ce qui fâche le plus, enfin, ce qui mécontente le plus les clients, c'est le non-respect du délai, la dispersion autour de cette moyenne. Dans mon cas que je prenais tout à l'heure, c'était 30 jours. C'est cette dispersion qui embête les clients. Vous m'avez promis de livrer tel jour et il y a 2 jours de retard, ou c'est pas mieux quand il y a 2 jours d'avance. Donc c'est aussi la satisfaction ou moins de réclamations ou l'augmentation du chiffre d'affaires. Combien de fois on entend, monsieur, vous respectez, ah, la qualité est bonne, vos produits sont bien, les prix c'est correct, mais les délais, vous ne les respectez pas, donc nous, on ne peut plus travailler avec vous. C'est trop, il y a trop de contraintes, il nous manque les pièces au pied de la machine, nous, on ne veut pas stocker, donc on arrête de bosser avec vous ou on réduit votre volume d'affaires avec nous. Voilà. Merci Bernard. Une autre question, quelle durée faut-il compter pour chaque partie du DMAIC? Pareil, question pas évidente. Dans l'étude que j'avais réalisée, et ce qu'on voit encore, même si l'étude date de 2008, je suis toujours sur le terrain à suivre des projets. Les premiers projets, ça a toujours à peu près une médiane de 9 mois. Alors qu'on soit un projet green ou qu'on soit un projet black. Alors 9 mois, déjà vous enlevez au moins 2 mois, je parle en médiane. Donc il y a des projets qui vont jusqu'à 14-15 mois, des projets qui sont bien plus courts. De toute façon, il y a au moins 1 mois, voire 2 mois de phase C, où vous ne faites rien, entre guillemets, c'est-à-dire vous suivez les indicateurs du processus pour voir que les actions que vous avez mises en place sont bien pérennes et que le gap que vous avez fait, il reste un gap et que ça ne repart pas dans le mauvais sens. Donc il y a déjà cette durée-là qui est presque incompressible de plusieurs semaines, voire des mois. Puis après, il y a la phase innovée. Phase innovée, je vous ai dit, c'est des actions qui se mettent en 15 jours, 3 semaines, c'est pas pareil que s'il y a un petit bout d'investissement à faire qui va nécessiter un processus beaucoup plus long. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de dispersion dans les projets, hein. Et puis, la phase mesure, c'est pareil. Lorsque je vous parlais du projet de l'immobilier, toutes les données étaient dans les bases informatiques. Donc, il a fallu mettre des capteurs dans le système d'information pour récupérer des données. Donc, la phase mesure, ils avaient tellement de données depuis des années, parce que c'est des millions d'annonces par semaine et par jour, eh bien, toutes les informations étaient disponibles. Donc là, il y a eu un travail informatique pour aller récupérer les données au bon endroit. Donc là, ça va vite, mais il y a des cas, comme vous expliquez sur cette ligne à caoutchouc, on a mis 1 an à mettre les appareils de mesure sur cet équipement-là pour pouvoir commencer à mesurer. Donc vous voyez, il y a une très grosse variabilité, alors qu'on peut réduire en faisant des projets rapides, c'est-à-dire en se vocalisant, comme je dis, hein, en se focalisant, par exemple la phase D en 2 jours, préparer la phase M en 3 jours, mesurer, là ça prend le temps que ça prend, et la phase I, définir au moins les actions en 2-3 jours, c'est de manière très rapide.
Merci Bernard. On prendra peut-être encore juste une ou deux questions parce que je vois que l'heure tourne. Alors, comment choisir un bon projet Lean Six Sigma? Enfin, peut-être que cette question est dense et que ce sera peut-être la dernière d'ailleurs. Oui, alors comment prendre un bon projet Six Sigma? Si je résume, un bon projet Lean Six Sigma DMAIC en mode de rupture de percée. On n'est pas en amélioration continue pour déployer une démarche Lean. Il faut prendre un processus stratégique. Comment on choisit un processus stratégique? Lorsque vous êtes dans une entreprise, vous demandez au patron ou au manager s'il existait, malheureusement ça n'existe pas, une baguette magique, sur quel processus vous taperiez avec votre baguette magique pour l'améliorer. Et là, je peux vous dire, la réponse, elle est évidente. Il va vous dire, c'est ce processus-là qui me pose problème aujourd'hui. Donc, c'est le coup de la baguette magique, mais rassurez-vous, le DMAIC n'est pas magique. Première question. Deuxièmement, de dire, voir quels sont vos objectifs au manager de l'usine, au manager du secteur, du service. Quels sont vos objectifs personnels d'amélioration? Ils vont dire, je dois réduire les délais, je dois augmenter l'efficience, je dois améliorer la qualité. Donc, boum, déjà, vous dites, tiens, c'est pas mal, parce que moi, en tant que Green Belt ou Black Belt, je veux bosser pour lui. Donc, si c'est un de ses objectifs perso et qu'à la fin de l'année, il est évalué sur ses objectifs perso, il est quand même, si je vais l'aider à réussir, moi, je réussirai, bien évidemment, mais lui aussi. Donc, il a tout intérêt à accepter que je bosse pour lui. Ça, c'est le deuxième. Et donc, un processus stratégique, je l'ai dit. Ce n'est pas l'accès au parking de l'usine ou de l'entreprise ou accès à la cafétéria, même si c'est midi et que c'est important d'aller à la cafétéria, il faut rester sur des processus stratégiques à très 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 fort enjeu financier. C'est bien l'objet de cette webconférence. Si c'est faire un projet pour gagner 5 ou 10 000 euros, ne le faites pas, vous n'aurez jamais les ressources. Et déjà, moi, je peux vous dire même en conclusion que je suis un peu malheureux, je vais le dire comme ça, de voir des entreprises qui ont des champs d'or, des champs où il y a des gains à faire, de l'or en barre dans les champs ou des billets d'euros, et ne rien faire. On ne veut plus investir dans des ingénieurs, dans des projets, parce qu'on veut des gains rapides, et même avec des gains rapides dans le DMAIC, je vois des entreprises qui font rien. Je vous raconterai l'anecdote où je formais quelqu'un, je crois que c'était un black belt, et puis le gars a dit, moi de toute façon, j'ai pas beaucoup de gains, j'ai pas de ressources dans mon entreprise, c'était dans la plasturgie, une très grosse entreprise plasturgie, je pense que la moitié des participants la connaissent, et il me dit, le gain c'est pas énorme, les rebuts c'est 1 000 euros. Effectivement, les rebuts 1 000 euros, c'est pas terrible, c'est rien du tout. Puis à force de discuter, c'était 1 000 euros par jour. Voilà, donc ils perdaient dans une entreprise, dans une usine d'une très grande entreprise, ils perdaient en rebut 1 000 euros par jour. Et ce pauvre Black Belt ou Green Belt, je ne me rappelle plus, n'a pas eu les ressources nécessaires pour faire un gain de 1 000 euros par jour en raison de 365 jours par an, parce qu'il travaillait en 3-8. Donc voilà, le genre de choses qui me rend un peu malheureux, moi, aujourd'hui, de voir qu'on a des gains très importants, qu'on recherche de la productivité, qu'on cherche de l'efficience, sans faire travailler plus les gens, sans les faire chuer, sans les faire courir dans les ateliers, et que malheureusement, souvent nos directions n'adhèrent pas. Merci Bernard. Alors je vois que du coup l'heure tourne. Si vous avez donc encore des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, nous les faire parvenir par mail. On y répondra bien sûr avec plaisir et de façon personnalisée. Effectivement, là du coup, la session était très dense, très riche, donc on n'a pas forcément pu répondre à toutes les questions. J'en profite également pour vous parler d'un événement qui aura lieu le 22 octobre, donc un événement organisé par l'Université Lean Six Sigma, dont Bernard Murier est le président. Cet événement est donc orienté autour des rencontres sur le thème du Lean Six Sigma. C'est une journée de formation et de certification où des stagiaires peuvent venir soutenir leur projet afin d'obtenir une certification. Donc c'est une journée d'échange qui est intéressante du coup pour vous si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur cette démarche d'amélioration. Il y aura également, si je ne me trompe pas, Bernard, des projets Lean aussi qui seront exposés. Oui, alors très rapidement, c'est le 22 octobre à l'École des Mines à Paris, parce que l'École des Mines est partenaire de l'Université Six Sigma et met le sceau de son école sur nos diplômes.
Donc il y aura 2 projets de soutenance de démarche Lean, démarche continue. Un projet Black Belt issu de la société Salomon que vous connaissez tous au niveau des skis, etc. Il y aura un projet Lean aussi sur une machine unique Avery Dennison qui font j'allais dire de l'adhésif en rouleau. Ça, c'est les 2 projets de soutenance Lean. Et il y aura des projets DMIC Lean Six Sigma. Il y aura un projet Lean Six Sigma que sur des processus, j'allais dire, transactionnels ou de services. Il y en a un, c'est l'optimisation du processus de planification de la production de distribution de courrier. On a notre soutenance Black Belt sur l'amélioration du respect des engagements de délai sur un processus de traitement d'analyse médicale. Voilà, comment on améliore le respect des délais sur un processus d'analyse médicale. Et on a un projet, et je crois que la personne est à la webconférence, sur l'optimisation d'un processus commercial de formation en alternance d'une école d'ingénieurs. Voilà, donc on a ces projets-là avec aussi différentes conférences, discussions. C'est très concret, très pratique, il n'y a pas de blabla, il n'y a que des gens qui viennent exposer leur sujet. Chaque sujet, c'est à peu près 30 à 40 minutes et on a 15 minutes à peu près de questions-réponses. Et à la fin, la personne doit, à la suite de cette soutenance, obtenir sa certification qui est délivrée par l'université Lean Six Sigma. Voilà. Donc vous retrouvez ces informations et programmes détaillés sur le site Université Lean Six Sigma. Merci Bernard, merci à vous tous d'avoir suivi cette session aujourd'hui donc autour de ce thème. Je en profite également pour vous donner une seconde info. La prochaine webconférence aura lieu le 25 septembre et elle portera cette fois-ci sur la démarche Lean avec donc du coup comment établir un diagnostic Lean. Voilà, donc le 25 septembre, de toute façon, vous recevrez a priori une invitation pour cet événement. Merci encore à tous, merci Bernard, je vous souhaite une belle fin de journée et puis on espère donc vous retrouver aussi nombreux lors de la prochaine webconférence. À bientôt, au revoir. Merci à vous tous et bon week-end. À bientôt, au revoir.